Bien, bonjour à tous et bonjour aux internautes. Aujourd'hui, on va parler de la compilation logicielle d'STRL V5. Et donc ça, la dernière fois, on a parlé du langage STRL V5 et de sa sémantique, enfin d'une partie de sa sémantique. On va finir la sémantique pour aller vers la compilation. Une de mes intentions, c'est de montrer à quel point on peut aller totalement scientifiquement d'une idée originale sur le temps à un langage tout à fait industriel, compilé industriellement, en ne perdant absolument jamais la trajectoire de liaison entre la mathématique et la pratique. Et puis le séminaire de Bruno Pagano, qui m'a succédé en tant que directeur scientifique d'STRL Technologies, alors que nous avons travaillé auparavant 8 ans ensemble sur le compilateur STRL V7, dont on parlera dans 2 cours, nous expliquera Scade, qui est un autre avatar des langages synchrones, né originellement du petit-fils de Maurice Alvax, Nicolas Alvax, que je salue, et Paul Caspi à Grenoble, et qui est donc maintenant fusionné avec les concepts des STRL. Il n'y a plus de grandes différences dans Scade 6, donc Bruno nous parlera de ça. Et je vous rappelle les 2 très importants séminaires qui auront lieu après les vacances de Pâques par Jordi Cortadella sur les circuits asynchrones et les circuits élastiques, qui sont un autre monde, mais les circuits élastiques, j'ai dit, c'était quelque chose d'extraordinaire, je trouvais, les circuits asynchrones aussi. Voilà, et la compilation de STRL V5, c'est une affaire de plus de 20 ans, avec pas mal de générations de compilateurs. Donc on va voir pourquoi, brièvement, et on va voir ce qui marche et quels sont ces rapports avec la sémantique. Ces langages-là, on peut, comme j'ai dit, on peut faire des simplifications pour les rendre plus simples à compiler ou faire leur sémantique. Ce n'est pas le choix que nous avons pris en STRL, c'est le choix qui a été pris en Scade, et Bruno expliquera bien pourquoi les 2 opinions sont tout à fait raisonnables. Alors, rappel d'abord sur ce que c'est qu'STRL. Donc STRL, c'est un langage synchrone, c'est-à-dire qu'un ordinateur infiniment rapide, une exécution en temps zéro, une communication en temps zéro. Donc l'ordinateur dort entre 2 réactions. Quand on lui donne une entrée, quand on lui dit réagis, il va réagir en temps zéro en fabriquant des sorties. Donc c'est vraiment des temps discrets, et à l'intérieur de ces temps discrets se passe beaucoup de choses. Donc il faut se rappeler simplement une chose, on a des signaux. Ici, on va se contenter de signaux booléens. Donc un signal est présent ou absent, 0 ou 1, comme on veut. Et dans chaque instant, chaque signal a un seul ce qu'on appelle statut de présence, un seul. Et une logique qui dit quand un signal est présent ou absent. Donc les instructions sont très simples. Nothing, c'est 0, ça s'écrit 0, vous allez voir pourquoi. 0, ça ne fait rien en temps 0. Emit S, ça émet un signal S, c'est le seul moyen d'émettre un signal S. Il y a une asymétrie dans STRL. L'émission est explicite, la non-émission est implicite. Si on ne dit rien sur un signal, il est absent. Très différent de Scade, où il faut toujours dire quelque chose sur un signal, il faut dire quand il vaut 0. Ensuite, pause, c'est attendre l'instant suivant, simplement, et à l'instant suivant, ça termine et ça passe le contrôle. Present S, then PSQ, qui s'écrit maintenant if. Bon, present, c'est de la vieille syntaxe. Si vous voyez if, c'est pareil, hein, et qui s'écrit en C. Oui, il y a une notation à droite, c'est la notation mathématique, qui est la même mais en plus compacte, et donc on utilise la notation de C. Suspension, donc on démarre P normalement au premier instant, et aux instants suivants, tant qu'il y a S, on ne fait rien. Donc si vous voulez, on fait CTRL Z d'une X à chaque instant. Donc S est congelé et gardé identique pour l'instant d'après. P.Q, c'est la séquence. P peut prendre du temps, et quand il se termine, il passe instantanément le contrôle à Q, et ensuite la séquence se comporte comme Q. P parallèle Q, les 2 sont en parallèle, ils voient les mêmes choses à tous les instants, ils partagent tous les signaux, et P parallèle Q se termine lorsque les 2 ont terminé, au plus tard des 2, quoi. Loop Pn, c'est simplement une séquence infinie de P, qui n'a pas de point d'arrêt, parce que pour sortir, on peut sortir par trappe. Trappe, ça définit un point de sortie dans P, et on sort de cette sortie par un point de sortie, en faisant exit explicitement, et on a ce code de retour qu'on va voir tout de suite. Et ensuite, l'instruction la plus difficile, c'est la déclaration d'un signal local, c'est-à-dire signal S in P, ou bien P\S dans les notations de Milnor, des calculs de processus. Eh bien, ça veut dire on déclare un signal qui n'existe que dans P, qui est local. Et la difficulté des STRL, c'est de déterminer si ce signal est présent ou pas présent. On va voir pourquoi. Bien, les codes de retour, donc je rappelle ça a été montré la dernière fois, mais pour ceux qui n'avaient pas vu, les codes de retour, c'est un codage très astucieux et très fondamental, qui est un codage 2-adique par Georges Gontier. Nothing, c'est codé 0.
1, c'est codé 1. Exit d'un trap au-dessus de soi-même, c'est codé 2. Exit d'un trap encore au-dessus, c'est codé 3, parce qu'on a traversé un trap entre-temps. Et les lois importantes de ce codage sont très simples. C'est que le code de retour du parallèle, quand vous faites plusieurs choses en parallèle, ce que fait le parallèle, c'est juste le max de ce que font chacun, le maximum de ce que font chacune des branches. Pourquoi? Parce que pour terminer, il faut que le parallèle termine. Donc 0, ça ne peut être que max 0, 0. Dès qu'il y en a une des branches qui s'arrête, 1, c'est au moins 1. Donc même si l'autre termine, max de 0 et de 1, c'est 1. Dès qu'il y a un trap, eh bien, le trap annihile la terminaison et annihile l'arrêt, donc on sort tout de suite. Et s'il y a plusieurs trappes, c'est le plus extérieur seulement qui est pris en compte. Il y a tout un tas de raisons pour faire ce choix-là, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Donc ce codage de Gontier, vous allez voir, est absolument crucial dans le compilateur et dans le circuit. Alors, la sémantique des STRL est définie par des règles de réécriture logique où on dit un programme P se transforme en un programme P'. P', on peut l'appeler la dérivée de P par rapport à l'instant, par l'instant. Donc E, c'est les signaux qu'on reçoit, c'est l'environnement de P, ce qu'il reçoit. E', c'est ce qu'il émet. Et K, c'est comment il dit qu'il se comporte. Soit il termine, soit il attend un coup, soit il sort d'une exception. Et la diffusion des signaux, l'idée que tout signal émis est reçu, c'est simplement de dire qu'il y a un invariant qui va être que E' est toujours à l'intérieur de E, c'est-à-dire qu'on entend ce qu'on raconte. Chacun entend ce qu'il dit et ce que disent ses copains. Et puis le code de retour, c'est celui que je viens de donner ici. Alors, il y a deux règles problématiques. La plupart des règles sont assez simples, mais il y a deux règles problématiques, c'est pour déterminer si un signal est présent ou absent. Et alors, ces règles ne déterminent pas ça. Elles donnent des contraintes, elles donnent des conditions. Donc c'est une sémantique qui n'est pas totale, cette sémantique qu'on appelle comportementale n'est pas totale, elle donne des contraintes. Et les deux contraintes sont très simples. C'est un signal a le droit d'être absent si personne ne l'émet, et un signal a le droit d'être présent si quelqu'un l'émet. Ce qui est interdit, c'est un signal émis et pas reçu, ou bien un signal reçu et pas émis. Ça, ce n'est pas autorisé. Donc ces contraintes disent qu'on a le droit de faire P'(S) sur P'(S), à condition que P, dans le même environnement, puisqu'il n'y a pas S dans cet environnement, donc S n'est pas dans E et S n'est pas dans E', donc ça c'est cohérent. Ou bien, même chose, S est dans E', à condition d'avoir mis S dans E et S dans E'. Donc ces contraintes ne donnent pas la solution, mais elles sont indispensables pour qu'un programme ait un sens. Alors ce qu'on va chercher au moins, c'est qu'une seule règle s'applique, parce qu'on veut un langage déterministe, un parallèle déterministe, et si les deux s'appliquent, on a un problème. Alors regardons les cycles de causalité. Le premier, c'est l'idée if S, then else emit S, else emit S. Ça veut dire si S n'est pas là, alors l'émettre. C'est évidemment contradictoire. Et c'est la même chose que résoudre l'équation S égale non S. Il n'y a pas de solution. Cas assez simple. Contradiction pour la causalité. D'accord? S se cause négativement lui-même, contradiction. Donc ça, on va jeter. If S, then emit S. Ça, c'est plus compliqué. C'est l'équation S égale S. Donc, en fait, il y a deux solutions. Il n'y a pas de contradiction, mais il y a deux choix possibles. Alors là, deux opinions. Soit on peut dire, d'accord, il y a deux choix possibles, alors on en privilégie un de deux, on garde les deux, etc. Moi, je pense qu'il y a une raison très très forte pour rejeter ce programme. C'est par exemple que dans un circuit, si vous faites S égale S, il ne va rien se passer. Donc j'aime bien la physique et je pense qu'il faut la respecter. Et S égale S, c'est un fil qui est branché sur rien et ça ne va pas fabriquer ni 0 ni 1. Donc, deux choix possibles, on va le jeter. Alors, plus subtil, if S, then emit S, else emit S. Donc là, S ne peut être que émis, et s'il est émis, ça justifie qu'il est émis. Donc on a un choix auto-justificatif, mais qui ne repose sur rien, qui n'est pas constructif, et c'est l'équation S égale S ou non S qu'on est en train d'écrire. Si on écrit ça en lustre, par exemple, c'est S égale S ou non S. Et là, on a déjà, dans le premier cours, montré que le circuit de Hamlet, qui est exactement la même équation, to be égale to be or not to be, ne calcule pas vrai. Il calcule vrai dans certains délais des fils et des portes, pour certaines températures et pas pour d'autres. Et nous, on a envie de choses homogènes. Et donc, celui-là, on va le rejeter aussi. Alors, comment est-ce qu'on va le rejeter? On va le rejeter avec une nouvelle sémantique qui est l'idée de la constructivité appliquée à STRL. Alors, c'est une idée assez subtile parce qu'à STRL, il y a du contrôle, mais on l'a montré la dernière fois, mais je la rappelle. Donc, on va partir avec des signaux à 3 valeurs, une logique à 3 valeurs. Bottom, c'est je ne sais pas, vrai, plus, et faux, moins. Ou 0, 1, c'est comme vous voulez.
Donc, prenons ce petit programme. Émettre X, si X n'est pas là, émettre Y. Si Y n'est pas là, émettre Z. Sachant que n'est pas là, c'est facile, parce que le not, c'est juste inverser le zen et le else dans le if. Hein. Donc, il n'y a pas de problème à faire not. Ça peut être problématique, le not, dans ces systèmes-là, mais pas dans les STRL. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est alterner le calcul de deux prédicats. Must, qui dit « je sais que je dois faire ça », et cannot, qui dit « je sais que je ne peux pas faire ça ». Must, par exemple, va dire, le vert est un peu pâle, je suis désolé, je n'ai pas essayé le vert malheureusement. Emit X, donc on doit faire emit X, on doit faire if not, mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne sait pas ce que vaut X. On doit faire if not, on ne sait pas aller plus loin parce qu'on ne sait pas ce que veut Y. Mais on sait qu'on fait emit X, donc on peut en déduire que X est passé à l'état plus, on a émis X. On ne peut pas aller plus loin, mais maintenant on peut prendre un prédicat sur la non-émission, mais un prédicat positif qui dit quand les choses ne sont pas émises. Et si on regarde ça, on voit que comme not X maintenant vaut 0, vaut faux, alors emit Y ne peut pas être fait. Et donc comme emit Y ne peut pas être fait et qu'il y a un seul émetteur possible de Y, on peut en déduire que personne ne pouvant émettre Y, Y ne va pas être émis. Et ça, c'est une décision positive de l'absence. Les émetteurs ont disparu. Alors maintenant qu'on sait que Y vaut moins, not Y vaut oui, et donc on sait qu'on peut, on repasse must, et on sait qu'on peut faire emit Z. Donc on n'a fait que des déductions qui reposent sur des faits acquis. C'est ça la constructivité, ne jamais faire d'hypothèse comme dans Hamlet. Hein, dans Hamlet, on fait une hypothèse qui s'auto-justifie et c'est la seule. C'est ça qu'on n'a pas le droit de faire en logique constructive. De même, en mathématiques constructives, quand vous dites qu'il existe X tel que P de X, vous n'avez pas le droit de démontrer qu'il est impossible que pour tout X non P de X. Ça, c'est vrai en logique classique, mais pas en logique constructive, parce que vous dites, OK, tu m'as démontré qu'il est impossible que pour tout X, on ait le contraire, donc tu m'affirmes qu'il y a un X qui convient. Moi, je ne suis pas convaincu, je veux le voir, cet X. Et donc, les mathématiques constructives ont pris beaucoup de ressorts récemment. Et donc, on termine avec X plus, Y moins, Z plus. Alors, comment est-ce qu'on formalise ça? Eh bien, en rajoutant ces deux prédicats, donc le prédicat cannot et le prédicat must. Et je dis donc que la règle de l'absence, au lieu de dire que S est absent simplement, on dit que S ne peut pas être présent. Et dans must, on dit que S doit être présent. Et à ce moment-là, le langage devient déterministe, car ces deux prédicats vont être incompatibles, must et cannot. Le langage devient déterministe et il va résoudre exactement tous les cas qu'on veut. Alors, les prédicats eux-mêmes, cette sémantique va nous permettre d'accepter les bons cycles. Dans le séminaire d'Emmanuel Ledino, il a montré comment, quand on assemble des grands programmes chez Dassault Aviation, où ils ont fait d'énormes programmes STRL, quand on les assemble, eh bien, on fabrique des cycles. Par exemple, ici, if I, then if X, then emit Y, else if Y, then emit X. Si on regarde ça statiquement, si on dessine le circuit ou n'importe quoi, on va voir que X peut dépendre de Y et Y peut dépendre de X. Donc il y a une cycle. Normalement, c'est rejeté. Mais ce cycle ne pose aucun problème parce que le if va séparer les deux branches. Ils ne peuvent jamais être là en même temps. Il va toujours être coupé dans un sens ou dans l'autre. Et ça, donc, c'est tout à fait bien parce que ça va se détecter. La sémantique constructive va détecter ça sans aucun problème. Même chose, on peut couper le cycle par un délai. Il y a bien un cycle quand on regarde statiquement les branchements, mais ce cycle n'est jamais excité dans le même sens, dans le même état. Il y a toujours un délai, soit c'est d'abord Y dépend de X, soit c'est après X dépend de Y, c'est jamais en même temps, donc ça marche très bien grâce aux pauses. Et cette sémantique permet de faire marcher sans aucun problème les très grands programmes dont je vous ai parlé, qui seront rejetés par le compilateur SCADE, qu'il a raison de rejeter parce qu'il n'a pas la même logique, les mêmes raisons industrielles derrière. Bon, alors, tout ça, c'est donc un peu très similaire à ce qu'on a fait pour les circuits. En fait, c'est né de ce qu'on a trouvé pour les circuits. Alors, ces prédicats, on les calcule comment? Eh bien, en fait, ils sont un tout petit peu plus délicats que ça. Le prédicat must, il est en fait formé de deux parties. Quels sont les signaux qu'on doit émettre et quel est le code de terminaison qu'on doit retourner? Okay? Et le prédicat can, c'est exactement la même chose. Quels sont les signaux qu'on peut émettre, quels sont l'ensemble des codes qu'on peut retourner. Donc il va faire une espèce d'analyse statique, d'analyse statique du CalPIR. Et en fait, on lui rajoute, pour que l'analyse statique soit suffisamment fine, on est obligé de rajouter un petit exposant qui dit qu'il faut qu'on regarde différemment ce qu'on peut faire
si on sait que P doit être exécuté, parce que ça, on sait qu'on va le faire, si on sait que P ne peut pas être exécuté, parce que ça, on sait qu'on ne va pas le faire, ou alors si on ne sait rien, ben, on transmet bottom. Donc cette analyse statique doit tenir compte de l'information qu'on a déjà acquise. Et c'est ce petit thème qui va faire le boulot. Alors les restes sont assez simples, je ne vais pas toutes vous les commenter. Must d'un code de retour, nothing pose ou exit, eh ben, c'est juste ça n'émet rien et ça ne peut faire que le code de tour. Must d'un emit, ben, c'est pareil, c'est la même chose que can, ça émet le signal et puis ça dit que ça termine. Must d'un test, alors must d'un test c'est vraiment très simple. Si on ne sait rien sur S, on ne sait rien sur le test. Si on sait que S est présent, alors c'est la même chose que P. Et si on sait que S est absent, alors c'est la même chose que Q. Ça, c'est tout bête, c'est exécuter le test. Par contre, can, c'est plus subtil. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un test? Ben, si on sait que le S est présent, eh ben, on ne peut faire que P. Si on sait que S est absent, on ne peut faire que Q. Et si on ne sait rien sur le test, ce qu'on peut faire, c'est l'union de ce qu'on peut faire dans P et de ce qu'on peut faire dans Q en ne sachant pas si on commence P et Q. Et en ne sachant pas non plus si on ne les fait pas, d'ailleurs. OK? Donc ça, on prend le cas le pire. Enfin, le meilleur cas le pire, si on peut dire, toujours. Alors, une suspension, vu que ça n'agit pas dans l'instant, mais seulement à l'instant suivant, ça ne fait rien. Une séquence, eh ben, le must, c'est très simple. Si P doit terminer, alors c'est... Si P ne doit pas terminer, pardon, alors c'est simplement la même chose que dans P. Et si P doit terminer, alors c'est l'union des deux must. Pour les signaux, ben c'est ça, P.Q va s'exécuter. Et puis le must de Q pour la terminaison, puisque c'est Q qui compte une fois que P termine. Donc ça, en fait, c'est une recopie, si on veut, des règles de la sémantique comportementale. En fait, avec can et must, on n'a plus besoin des règles de la sémantique comportementale. Tout est marqué là-dedans, donc ceux qui ont raté le cours d'avant, ce n'est pas bien grave. Alors can, c'est plus difficile, mais ce n'est pas très compliqué, parce qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc can, si P ne peut pas terminer, alors on sait que can de P.Q, c'est la même chose que can de P, puisque Q ne peut pas jouer. Par contre, si P peut terminer, il va falloir prendre les signaux de P et les signaux de Q, et puis les codes de retour de P moins 0, puisque 0 va être bouffé par le point virgule, mais il peut faire des exits, de trappe, union les codes de retour de Q, tout ça dans un environnement qui est différent, le M' qui est là, qui est plus, si on sait que M vaut plus et 0 appartient à un must, ça veut dire qu'on sait à ce moment-là que P doit terminer, donc on en tient compte, et M' égale bottom sinon, j'aurais très bien dû rajouter un cas, là je suis vraiment désolé, il y a le cas moins où on garde le moins. Puisqu'on sait que P.Q ne peut pas être exécuté, alors je pense que ça ne va rien changer. Alors à ce moment-là, on peut mettre moins, mais je pense que ça ne change rien. Donc on fait une analyse toute bête, hein, il n'y a pas le choix, c'est un exo ça. Pour une boucle, ben, comme on déplie la boucle, on prend le corps de la boucle, c'est rien. Pour un parallèle, alors là c'est important, le must, c'est le parallèle, ça émet tout ce que ça émet, donc P et Q, ça rejoint tout ce qui émet P et Q, et ça prend le max, donc c'est ce que j'avais dit, ça prend le max des deux codes. Alors must, comme il est déterministe, il va rendre un seul code au plus. Mais on va prendre le max des deux codes. Et can, en revanche, il va prendre un truc beaucoup plus subtil, qui est l'ensemble des max 2 à 2. Alors regardez bien cette opération. Parce qu'on sait que par analyse statique, par can, on sait que P, il peut rendre par exemple 0, 2, 3, et que Q, il peut rendre 1, 4. Et bien, ce que peut rendre le max, à chaque fois P va rendre quelque chose, Q va rendre autre chose, et donc ce que P parallèle Q doit rendre, c'est le max. Donc il faut prendre l'ensemble des max 2 à 2 de tout ce que peut rendre P et de tout ce que peut rendre Q. Et ça, c'est un opérateur absolument magique. On va le voir tout à l'heure. Alors, un trap, il n'y a rien d'intéressant. Un shift, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, là, ce qui est intéressant, évidemment, c'est les signaux locaux. C'est là que tout se passe. Donc, qu'est-ce que c'est que must de P moins de local S dans P, de signal S dans P? Eh bien, si on sait que S doit être émis par P, en ne sachant rien au préalable sur S, donc c'est la ligne du haut, must de P et E union S bottom. Je ne sais rien sur S. Mais je sais que ça me fait émettre S, alors là, je peux en déduire que S est présent. Puisqu'en ne prenant pas d'hypothèse, j'ai pu démontrer que S était présent, je peux recommencer le même calcul en sachant que S est présent.
J'ai gagné de l'information. En fait, je passe 2 fois dans mon terme, comme ça. Pas bien grave. Et même chose pour si S est absent. Si j'ai pu montrer, en ne faisant aucune hypothèse, que S était absent, alors je peux recalculer le must en disant que S est absent. C'est tout à fait correct. Et puis si je ne sais rien, eh bien, je regarde. Alors, pardon, c'est si S ne peut pas. S absent, c'est si S ne peut pas être émis. S ne peut pas être émis en sachant que, comme je fais un must, en sachant que P doit être exécuté. Et puis sinon, je continue en ne sachant rien sur S. Et Can, c'est un peu la même chose. Si je sais qu'il doit être émis et que je sais que je vais exécuter P, alors je peux calculer le Can. Je sais qu'il doit être émis, donc je peux recalculer le Can avec S+. Et si je sais qu'il ne peut pas être émis, alors j'ai le droit de recalculer le Can avec S-. Et si je ne sais rien, eh ben je recalcule le Can avec S-bottom. Je rends le Can avec S-bottom. Donc si vous regardez ça, dans les yeux, on ne va pas le refaire là, c'est simplement dire quelle est la meilleure propagation possible de l'information positive ou négative. C'est tout. Bon, alors vous écrivez ça en C, et ça vous fait un interprète STRL, il n'y a pas de mystère. Qui va de temps en temps ne rien déduire, parce que si vous mettez un cycle de causalité, il va dire, non, moi je m'arrête, à un moment je ne sais plus progresser, et ça veut dire que le programme doit être rejeté. Évidemment, l'interprète doit faire ça. Bon, c'est simplement la meilleure analyse possible de la propagation d'informations. Alors, ça c'est le premier point. Donc on a notre sémantique constructive. Bon, il faut la regarder dans les yeux, il faut montrer que ça marche. Ce n'est pas l'objet d'ici, c'est tout documenté dans les papiers, il n'y a pas de problème. Mais ça nous permet de faire un compilateur. Ça, j'ai dit, ça nous permet de faire un interprète. Pourquoi? Parce que je sais calculer exactement, quand je donne un environnement d'entrée à un terme, je sais calculer exactement sa sortie. Et vous vous rappelez que les réductions ont la forme P flèche P', donc je sais calculer le bon état pour le prochain instant. Je n'ai plus qu'à repartir de ce bon état. Donc un interprète, ce qu'il va faire, c'est prendre un terme P, calculer sa réaction, fabriquer le terme P' qui est le résultat de la création, repartir de ce terme P', etc. On peut faire comme ça un compilateur. Donc le terme P', on appelle ça la dérivée, et il y a un théorème absolument non trivial d'ailleurs pour STRL, on va voir pourquoi tout à l'heure, qui démontre que le nombre de P' qu'on peut faire en itérant tout ce machin-là est fini. C'est-à-dire que l'espace d'état des programmes est fini, mais c'est beaucoup plus compliqué que pour les circuits, vous allez voir. Enfin, beaucoup plus. C'est un petit peu malin. Donc, comme c'est fini, ce qu'on peut faire, c'est déplier toutes les exécutions possibles, et ça fabrique ce qu'on appelle un automate. Et ça, c'était la construction de Brozovsky, qui est une merveilleuse construction d'automate, assez ancienne, dont j'avais parlé dans mon cours de 2009-2010. Alors c'est très bien, les premiers compilateurs ont fonctionné comme ça. Petit inconvénient quand même, l'automate peut être de taille exponentielle. Deuxième inconvénient quand même, calculer tous ces termes, si le programme est très gros, vous avez un programme de 4000 lignes, vous avez P qui fait 4000 lignes, P' qui va en faire 4000, P seconde qui va en faire 4000, vous avez comme ça 5000 états, ça va exploser dans tous les sens. Donc, deuxième amélioration, mais enfin, c'est les premiers compilateurs, STRL-V1 et STRL-V2, qui étaient des vrais compilateurs pour STRL-V2 au moins, un vrai objet qui a vraiment servi à des gens complètement extérieurs, marchait exactement comme ça. Mais il était, comme l'ex l'est sur Unix, par exemple, l'ex, vous pouvez faire exploser exponentiellement l'ex avec des expressions rationnelles ridicules, on avait le même problème. Et là, rencontre avec Ravisetti des Bell Labs, lui travaillait sur son bouquin, le Dragon Book, qui est un des bouquins de référence en compilation, le Haussetti-Ullmann. Et il me disait, moi j'ai un algorithme super rapide pour compiler les expressions régulières, mais je ne sais pas le prouver. Et moi je lui ai montré Brozovsky, qui n'a rien à voir. L'algorithme, c'est celui qu'il y a dans YGREP, par exemple. YGREP sur Unix, c'est cet algorithme très rapide. Et moi, je lui ai montré l'algorithme qu'on avait dans Brozovsky, qu'on utilisait pour STRL, et on a regardé les deux dans le blanc des yeux, et on s'est aperçu que quelque chose qui n'était pas du tout trivial, c'est que l'algorithme YGREP, on pouvait le voir comme, qui est McNaughton-Yamada, très vieil algorithme, on pouvait le voir comme une implémentation très rigolote, un codage très rigolo des dérivés dans l'algorithme de Brozovsky. Alors, immédiatement, on a poussé ça dans STRL, et donc ça, c'est la thèse
Qu'est-ce que j'ai fait, moi? La thèse de Georges Gontier. Donc l'idée ici, enfin un des éléments principaux de la thèse de Georges Gontier, je vous rappelle, c'est Georges qui a démontré le théorème des 4 couleurs, le théorème de Feit-Thomson et tout ça en machine. Donc ça, c'était sa jeunesse. Voici un programme, pose i fixe z limite pose, l limite y n, limite z. Il n'a aucun intérêt d'autre que montrer ce qu'on fait. Alors, si on fait les réductions normales, on va dire, bon, ben, au premier coup, ce pose serait écrit en nothing. Au premier coup, il ne se passe rien puisqu'on fait pose. Ce pose serait écrit en nothing pour le coup d'après. Comme ça, il disparaît essentiellement. C'est comme ça qu'on dit qu'il termine au coup d'après, il serait écrit en nothing. Et là, tout ce que le terme a dit, c'est je rends 1. Ensuite, ici, donc, qu'est-ce qu'on fait? Supposons que x soit présent. Le nothing disparaît, i fixe va sur ce pose, L limite y disparaît, puisqu'on a pris la branche z, donc il nous reste nothing, point virgule, limite z. Et puis ensuite, dans n'importe quel environnement, on va mettre z et on va dans nothing. Donc là, on a fabriqué notre automate. Et vous voyez qu'il y a un terme différent à chaque fois. C'est ça qui nous coûte cher, parce qu'il va falloir faire des hashcodes, des tas de trucs pour comparer les termes. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va faire exactement la même chose, mais sans toucher au terme. En bougeant les doigts dedans, avec un codage assez simple. Alors, la première idée, c'est de commencer par rajouter un registre de boot. Ça n'étonnera pas les gens du hardware, qui est un 1 au départ. Donc, en fait, c'est un pose allumé. Un pose allumé, c'est un pose qui a déjà été transformé en nothing. Hein? Mais il s'appelle toujours pose, parce qu'on ne touche pas au terme. Donc, le premier truc, qu'est-ce qu'on fait? Ce pose transformé en nothing, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement allumer le deuxième pose. C'est-à-dire la première réduction, ça passe de là à là. Vous voyez que le terme n'a pas bougé. On a bougé notre doigt dans le terme. Ensuite, quand on met x ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce pose, c'est terminé, puisqu'il est encadré, c'est comme nothing. I fixe oui, then pose oui, donc on allume ce pose-là. Mais là, il est allumé à l'intérieur du zen. D'accord? Mais ce n'est pas grave. Il va juste bien falloir définir ce que ça veut dire. Donc de là, on va repartir, mais comme on est à l'intérieur du zen, on va aller directement au end et vers émitèse. La branche L, elle est morte, donc il va bien falloir tenir compte de ça. On est là, et donc ce qu'on va faire ici, c'est aller dans le emit Z et mettre Z, et puis là, il n'y a plus rien d'allumé, parce que tout le programme est terminé. Il n'y a rien d'allumé. C'est pour ça qu'il faut rajouter un pause au début pour bien distinguer l'état de départ de l'état rien allumé. Donc, on a bougé nos doigts dans le programme. Ce n'est pas totalement trivial parce qu'on est en plein milieu de if then else et tout. Mais bon, si vous avez fait de la compilation, ça ne vous étonnera quand même pas. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et on va le faire. Donc, on va donner une vraie syntaxe à cette chose-là. On va dire qu'une instruction standard, qu'on appellera inactive, c'est P. Un petit chapeau, c'est une instruction qui a un pose encadré. Et pose encadré, on l'écrira avec un 1 chapeau. C'est plus pratique que d'encadrer dans un système mathématique. Et donc un terme général, un terme chapeauté, donc actif, qui est en train de travailler, ça peut être un chapeau, ça peut être un test, mais dans un test, quand on fait un test, on ne peut pas être dans les deux branches du test en même temps, ce n'est pas possible. Donc le chapeau, il est soit dans P, soit dans Q, jamais dans les deux. Ça va être très important pour quand on compilera SRLv7 dans 2 fois, pour montrer pourquoi nos designs sont toujours meilleurs que ceux des humains. On profite honteusement de ça. Même chose pour une séquence. Dans une séquence, on ne peut pas être dans les deux branches de la séquence en même temps. Donc on est soit P chapeau Q, soit P Q chapeau. On ne peut jamais être P chapeau Q chapeau. Et le reste est trivial. D'accord. Bon, alors une fois qu'on fait ça, on peut retrouver nos termes initiaux avec un expanseur. Et pour montrer qu'on fait ça tout à fait rigoureusement, quand on a un terme chapeauté, c'est-à-dire un de ceux avec des rectangles rouges que j'ai donnés, eh bien, on peut retrouver exactement le terme de la sémantique normale par cette fonction d'expansion qui est très très simple. Et donc, les seuls cas intéressants, c'est ceux-là. Pour les tests en haut, on voit que si j'ai S, P chapeau Q, ça veut dire que je suis déjà rentré dans P. Quand je l'expanse, je jette Q et je ne garde que l'expansion de P chapeau. C'est comme ça qu'on retrouve ces billes d'origine. Même chose pour Q chapeau, même chose pour une séquence. Bon, ça, on ne va pas le détailler. C'est pas, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, il n'y a plus qu'à vérifier que ça marche et qu'il y a peut-être des erreurs de typo dans les slides. Si vous en voyez, dites-les-moi. Normalement, il ne doit pas y en avoir. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est qu'on a un codage de position de doigt dans les termes qui est isomorphe au codage des dérivées originales. Et ça, c'est très important parce que bien souvent, les gens vous disent ouais, regarde mon truc, ça marche dans les compilateurs. Il faut quand même savoir que dans les compilateurs C,
il y a des gens qui font des tests de fabrication de programmes C aléatoires, et il n'y en a aucun qui survit à ça. Hein. Sauf un, le compilateur prouvé de Xavier Leroy, CompCert, qui, quand il est dans le C qu'il accepte, survit très bien parce qu'il est prouvé qu'il survit et c'est une vraie preuve. J'aimerais bien faire une vraie preuve de tout ça en coq, SRL, appel au peuple, sujet pour l'avenir. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, on se dit, oh, mais maintenant la bonne compilation, c'est peut-être pas les automates, c'est les circuits. Et on va voir qu'effectivement, tout ça, ça va se faire avec des circuits. Alors pourquoi? Parce que c'est Hamlet qui nous dit tout. Hamlet nous dit, la causalité dans les circuits, ça n'est jamais que la logique constructive booléenne. Là, juste la propagation des faits booléens. Là, on a fabriqué la propagation des faits positifs et négatifs, mais la propagation constructive dans STRL. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par hasard, transformer la propagation d'STRL, qui est assez compliquée parce que le langage est beaucoup plus puissant, dans la programmation électrique? C'est-à-dire laisser faire le boulot aux électrons qui savent faire ça vite, ils ne savent pas aller doucement. C'est le truc que ne savent pas faire les électrons. Ce n'est pas les électrons, c'est les photons et les électrons qui font le boulot. Les fronts électriques, ce n'est quand même pas des électrons, c'est des photons. Alors, on va voir que ça marche. Alors ça, c'est né d'un phénomène très intéressant. C'est Jean Vuillemin, quand il était chez Digital Equipment, qui m'avait appelé, parce qu'il faisait la première machine à base de FPGA, qui s'appelait Perl, donc de circuits programmables. Et il savait très bien faire les chemins de données, mais pas les chemins de contrôle. Il m'avait dit que ce serait bien d'avoir STRL pour les chemins de contrôle. Et moi, je ne connaissais pas du tout les circuits, et donc c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu de circuits, et de voir qu'STRL, mais c'était génial quand on le mettait dans les circuits, beaucoup mieux quand on le mettait dans les automates. Alors, voilà, les circuits, ça va être ça. Donc les circuits, alors ça a été fait en Inde. Ce travail a été fait en Inde, c'est très important, vous allez voir pourquoi. Les circuits ici, ils ont une interface standard. Le fil d'entrée Go, qui est en marron pour montrer que c'est du contrôle, le fil d'entrée Go va dire vous démarrez le circuit. C'est première exécution de l'instruction P. Resume, c'est vous continuez à exécuter le circuit en repartant dans son état actif. Il a des pauses allumées, vous continuez à partir de là. Suspend, c'est vous le laissez tel que, vous ne touchez à rien. Kill, ça veut dire vous le laissez bosser dans l'instant, puis hop, vous éteignez tous les pauses. Vous le faites mourir. Quand les pauses ne sont pas encadrées, ils sont morts. Donc vous les faites mourir. Donc ça, c'est Trapp qui va faire ça. Cell, c'est un fil de sortie qui dit c'est chapeau. Il vous dit ce circuit est vivant. Il y a un pause allumé à l'intérieur. K0, c'est un codage donc sur un seul fil de la terminaison. K0, ça veut dire P termine. K1, ça veut dire P attend l'instant suivant. K2, ça veut dire P lève une exception, etc. Voilà. Alors ce qui va être très joli, et c'est pour ça que le circuit est délicat et qu'on peut le rater assez facilement, c'est que l'électricité va réaliser par la propagation des 1 volts dans le circuit, va réaliser exactement le prédicat must, et par la propagation des 0, il réalise exactement le prédicat cannot. Alors ça, c'est assez délicat, parce que la première partie, propager les 1, c'est pas dur, mais bien propager les 0, ça, c'est beaucoup plus sportif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un abort? Eh bien, on fait go d'abord, puis on fait resume, le circuit continue à bosser, puis on lui coupe resume, là. Ouf! Ben là, il est mort, et dans l'instant, il ne fait rien. Il faut bien vérifier que quand il ne fait rien, il n'emmerde pas les autres, hein, en parlant poliment. Weak abort, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, sauf qu'au lieu de couper res, qui est violent, on fait simplement le fil à 1 kill, c'est-à-dire il laisse bosser la logique combinatoire, et à la fin de l'instant, il tue les registres. Il tue les pauses. Voilà. Donc, alors on peut se demander d'ailleurs pourquoi il y a besoin de 2 fils res et sus pour un SRLv5 qui sont incompatibles, et vous verrez qu'en SRLv7, magique, c'est ça qui nous a permis de comprendre le clock gating. C'est une histoire pour la semaine prochaine, dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine. Alors, ça a été inventé en Inde, et ces fils ont des noms conventionnels entre nous. Go, la création du monde, la création de l'instruction, c'est Brahma, le dieu qui crée le monde. Res et susp, c'est continuer à exécuter l'instruction, c'est Vishnu, le dieu de la préservation. Et Kill, c'est Shiva, le dieu de la destruction. Ça correspond tout à fait à la trilogie indienne. Bon, en simplifiant, la trilogie indienne, c'est pas simple. Et vous allez voir que c'est assez important parce que notre problème le plus difficile a été résolu en comprenant un phénomène qui est lié profondément à la trilogie indienne. On va voir ça après. Alors regardons un peu les circuits. La plupart sont simples et logiques. Il y en a un qui est délicat.
Alors, qu'est-ce que c'est que Go? C'est Go va vers K0. Hein. Le triangle, c'est une fonction identité. Hein. C'est un buffer électriquement, on appelle ça une fonction identité. On pourrait mettre un fil simplement. Donc, nothing, c'est Go sur K0, et exit niveau K, c'est Go sur K. Enfin, K indice I. Exit de niveau I, c'est Go sur K indice I. Émettre S, eh ben, c'est envoyer Go sur K0 et sur S. S, c'est une porte où? Puisque S, c'est une porte où? Puisque un signal, c'est une porte où? Puisqu'il suffit que n'importe quel émetteur l'émette pour qu'il soit présent. C'est la définition d'une porte où. Pause, un peu plus délicat. Alors, pause, ça marche comme ça. Il y a un registre. C'est ça le carré rouge autour du pause. C'est le registre. Quand il est éteint, quand il n'y a pas de carré rouge, c'est 0. Quand il y a le carré rouge, c'est 1. Alors, ça commence comment? Go va charger ce registre par cette porte où, sauf si il y a kill. Kill, de toute façon, tue. Donc, sauf s'il y a kill, Go va charger. Une fois le registre chargé, s'il reçoit resume, alors il termine. Ça, c'est le pause allumé se transforme en nothing. Si on reçoit suspend, alors qu'est-ce qui se passe? Suspend remet le registre dans l'état où il était, par ce chemin-là, sauf s'il y a kill, parce que kill tue suspend. D'accord? Donc c'est un jeu tout simple. Go charge le registre, resume le décharge, suspend le maintient et kill le tue. Pas beaucoup de choix dans le montage. Évidemment, la moitié de ces portes disparaissent à l'optimisation à peu près tout le temps. Attends, on en reparlera après. Alors, un test, PQ. P et Q, c'est l'électricité, donc on les met en parallèle. Mais on envoie Go que soit à P, soit à Q. Et par ça là. Donc c'est if S, then P, else Q. Eh bien, on prend S, on prend Go, on fait le E, on l'envoie dans le Go de P. On fait le E note, on l'envoie dans le Go de Q. Et on rassemble tous les résultats. Il faut bien vérifier, évidemment, que celui qui n'a pas la main calcule bien les cas de notes qu'il faut, etc. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la main qu'il ne bosse pas. Hein. Il fait tous les cas de notes. Abort P when S. Là, c'est tout à fait simple. On prend P. Au premier instant, on lance, parce que abort n'agit qu'au second instant, je vous rappelle. Et ensuite, au second instant, on regarde resume. Et on fait resume. On regarde, si l'instruction est vivante, on prend select. Si l'instruction est vivante et si on a resume, alors on teste S. Si on n'a pas S, on envoie resume. Si on a S, on dit qu'on termine. Et ça va faire le boulot de abort. Il faut tout vérifier, hein, c'est pas évident, rien que comme ça. Mais le montage est naturel. Suspend, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui se passe au début? Suspend P1S au début, au premier instant, ça ne joue pas. Ça joue qu'au second instant. Donc on lance P et ensuite on va jouer sur resume et suspend. Donc ce qu'on dit, c'est si l'instruction est vivante, si on a celle, et si on n'a pas S, alors on fait resume, et si on a S, alors on fait suspend. D'accord? Ou alors si on reçoit suspend. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Suspend. Envoie suspend. Ah oui, mais il faut à ce moment-là, on envoie K1 aussi. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait suspend, on dit je ne fais rien dans l'instant, donc je n'ai pas terminé, donc il faut dire je pose. Bon, ces circuits, il faut les regarder un peu dans le blanc des yeux. Hein. Le principe, il est simple. On va régler les deux fils res et susp en fonction de l'activité et de la présence de S. La séquence, c'est très simple. On va mettre les deux en parallèle. On va envoyer le premier Go dans P, et ensuite on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va chaîner la terminaison de P sur l'entrée de Q, sur le Go de Q. Donc le K0 de P va sur le Go de Q. Encore une fois, il faut vérifier que la propagation des zéros va bien faire cas de notes, etc. Propagation de 1, c'est trivial, ça fait ce qu'il faut. Alors, et ensuite la terminaison du tout, c'est la terminaison de Q. Alors ensuite, la boucle. La boucle, c'est tout bête, hein. On reboucle la terminaison sur le Go. Sauf que ça peut faire des cycles combinatoires. Donc là, c'est un cas où on va faire une analyse statique, parce que ces cycles-là, on ne peut pas les tolérer. On va faire une analyse statique qui va nous les enlever, ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas gênant. En pratique, ce n'est pas ces cycles-là, c'est les cycles à travers les signaux qui nous importent, ce n'est pas les cycles à travers le contrôle, ceux-là sont triviaux et on sait très bien s'en débarrasser. Alors le parallèle, voilà, c'est là que les choses se passent. Donc le parallèle est très simple, on met P en parallèle avec Q, donc on va tout distribuer aux deux. On distribue Go, resume, suspend, kill,
et on distribue l'environnement des signaux entrants, et on va tout rassembler à la sortie, les signaux par une porte OU, l'activité par une porte OU, puisqu'un parallèle est vivant quand l'un des deux est vivant. Il y a un truc ici auxiliaire dont je ne vais pas parler qui sert à quand l'un des deux est vraiment mort, parce qu'à ce moment-là, il n'en voit plus un. Enfin bon, c'est des détails. Et par contre, la bête importante, c'est ça. C'est le max. Alors le max, normalement, ça se calcule, pour ceux qui connaissent le hardware, par une daisy chain. Et la daisy chain, ça ne marcherait absolument pas, parce que les fils ne sont pas dans le bon sens. Donc voilà un magnifique opérateur max dû à Gontier, et qui est un opérateur de nombre de adiques. Donc, comme on a fait des nombres de adiques, je vais vous l'expliquer. L'avantage, c'est que les fils vont dans le bon sens. Ils vont de 0 vers 3 au lieu d'aller de 3 vers 0. Si vous faites un max habituel, vous allez de 3 vers 0. Et donc, c'est un opérateur assez bizarre. Donc, il va ressortir au milieu, là, les K0, K1, c'est les max des ensembles. Vous pouvez mettre plusieurs 1 là-dedans, dans L et dans R, et ça va vous calculer l'ensemble des max 2 à 2. C'est ça qu'il faut pour les équations. Et puis, ça fait kill dès que vous avez un truc, un K supérieur à 2, ou bien K supérieur à 2, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un exit, donc il faut faire kill, de 2 branches. Une des 2 branches fait un exit, il faut tuer l'autre, mais elle peut se tuer elle-même, ce n'est pas un problème. Et donc kill se génère. Mais la partie intéressante, c'est la partie de adic. Alors voilà la formule. Cette formule-là, c'est max de LR égale l'ensemble des max de LR. L appartient à L, R appartient à R, c'est ça qu'on veut calculer. Et donc, le circuit de Gontier, ce qu'il dit, c'est que c'est L ou moins L, et R ou moins R, et L ou R, en 2 adiques. Donc, si vous faites ça avec le complément, le ou, point à point, et la soustraction de adique, c'est-à-dire unsigned à l'infini. Et si vous l'écrivez en C, par exemple, comme on fait en limitant le nombre de trappes à 64, ce qui en pratique n'a jamais posé problème, vous écrivez ça en C, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instructions machines. Et si vous ne savez pas ça, vous l'écrivez avec 2 boucles de récursion pour calculer l'ensemble de max 2 à 2, et ça fait exactement le même boulot. Alors ça, c'est une vraie beauté qui est pleine de propriétés. Je vous montre juste pourquoi elle marche quand même. Voilà, alors prenons 2 exemples. 3, 4, 5, 7. Premier ensemble, donc en 2 adiques, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Je vous rappelle, c'est la position du bit. Donc là, on a le bit 3, le bit 0 à 0, 1 à 0, 2 à 0, 3 à 1, 4 à 1, 5 à 1, 6 à 0, 7 à 1. Et puis de l'autre côté, vous avez 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, ce qui est le codage de l'ensemble 1, 2, 3, 6. Ça s'appelle les bits 7 pour ceux qui ont l'habitude de ça, mais c'est des 2 adiques et c'est vraiment utile de le savoir. Alors qu'est-ce qui se passe? Je veux calculer cet objet. 3, 4, 5, 6, 7. Je prends les max 2 à 2. Une remarque intéressante, c'est qu'il suffit de prendre le min de chaque élément. Donc le min de L, c'est 3, et le min de R, c'est 1. De calculer le max de ces 2 mines, qui vaut 3, et de dire que le résultat, c'est exactement l'ensemble des points appartenant à L ou à R qui sont plus grands que 3. Ça, c'est logique, parce que si on est plus grand que le max des mines, on est plus grand que le min de l'autre, et donc on est égal au max de soi-même et du min de l'autre. Donc tout ce qui est plus grand que le max des mines y est, et évidemment, le max des mines, c'est le plus petit. Donc c'est la même formule. Et ça, alors là, si on regarde maintenant, regardons L. Calculons moins L en 2 adiques. Moins L, ça va faire... Comment ça marche, moins L? Eh bien, on va jusqu'au premier 1, on le garde, et après, on inverse tous les autres bits. Ça, c'est la définition de moins L. Enfin, ce n'est pas la définition, c'est la propriété de moins L. Vous gardez le premier 1, vous inversez tous les autres bits. Quand vous faites L ou moins L, d'accord, eh bien, là, vous avez 2 parties, en fait. Vous avez le premier bit et les autres bits. Donc, quand vous faites L ou moins L, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez d'abord que des 0, puis après que des 1. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres qui sont plus grands que le min de L. Vous faites ça avec K aussi. C'est l'ensemble des nombres qui sont plus grands que le min de R. Donc, L ou moins L et R ou moins L, c'est l'ensemble des nombres qui sont plus grands que le min de R et plus grands que le min de R. Donc, c'est l'ensemble des nombres qui sont plus grands que le max de ces 2 mines. Et puis, si vous coupez maintenant encore avec L ou R, parce qu'il faut prendre des éléments dans L ou R, vous obtenez que K, c'est égal à L ou moins L, et R ou moins R, et L ou R. Et là, ce circuit-là nous a sauvés, parce qu'avant, nos montages faisaient des cycles qu'on ne comprenait pas, des cycles aberrants, etc. Et ça nous a complètement sauvés.
Bon, donc comme quoi les nombres de Hadic, ça se relie, hein, comme quoi le premier cours, le deuxième cours n'était pas du tout non relié à celui-là. Simplement, il faut trouver des gens qui connaissent ça. Coup de bol, Gontier savait. Bon, trap, c'est trivial. Trap, on lance tout, et puis soit si on a kill, soit si on a K2, c'est-à-dire quelqu'un qui demande à sortir de ce trap-là, on termine. C'est la définition du trap, rien à dire de spécial. Alors évidemment, celui qui est intéressant, c'est signal S in Pn. Et bien, tout ce qu'on fait, c'est reboucler S' sur S, c'est-à-dire dire qu'on entend ce qu'on émet. Et puis là, ça peut faire des cycles. Ça peut faire des cycles, mais pas pour les programmes constructifs. Ça fait des cycles, mais ça fait pas des... Ça fait des cycles sains, oui, pardon, c'est pas sauf, c'est sain. Ça fabrique des cycles qui sont bons pour les programmes constructifs. Voilà. Et si on applique ça, par exemple, à notre programme Abro, qu'est-ce qu'on fabrique dans notre programme Abro ? On fabrique ce que j'appellerais un réseau de preuves. Ce circuit, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire la preuve dans la logique d'Esterel que les signaux émis sont effectivement ceux-là. Donc c'est un réseau de preuves, c'est-à-dire il va prendre, si on veut, toutes les preuves logiques d'Esterel et les replier sous une forme d'un graphe, et ce graphe est le circuit, et à chaque fois que vous faites une exécution, si vous regardez les 1, ça va vous faire la preuve de must, et si vous regardez les 0, ça va vous faire la preuve de cannot. Donc c'est ça qui est très très bien. On voit les circuits non plus comme des machines à calculer, mais comme des machines à prouver. Et c'est exactement ce qu'on avait fait quand on avait parlé de correspondance de Curie-Howard il y a 3 ans. Donc tout ça, ça remonte vraiment à des choses de logique très fondamentales. Et donc on voit les morceaux du circuit qui ont chacun leur couleur. Hein. Le weight A est en haut, le weight B, c'est avant optimisation bien sûr. Hein. Le abort when est là, puis en fait, ce n'est pas exactement la traduction originale. Il y a une petite optimisation qui est faite là déjà, parce que celle, c'est non-boot ici, et ce morceau-là, on n'en a pas besoin, il disparaît à l'optimisation. Et donc on voit qu'on a été un peu structurellement, c'est-à-dire que le programme STRL sa forme se traduit en circuit. Alors si on a des données, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Par exemple, là j'ai rajouté des données, sustain c'est loop emit, hein. X, I plus 1, Y, c'est X plus près de X. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on attache les équations de calcul aux données à des fils et que pendant la propagation constructive, si on trouve une équation, on l'exécute. C'est tout ce qu'on fait. Évidemment, il y a des dépendances de données, donc il va falloir rajouter des dépendances à la propagation constructive. Ce n'est pas des dépendances de 0 et des 1, c'est des dépendances de données. Et on va rajouter ces dépendances-là, et la propagation constructive va être obligée de les respecter. Et puis ça va marcher très bien, et c'est comme ça qu'on met les données, donc il n'y a pas de gros travail. Et puis évidemment, ce qui sort des registres comme le prêt, il n'y a pas de dépendance. Il ne faut surtout pas mettre de dépendance sur les prêts, il n'y en a pas puisque ce n'est pas au même instant. Et donc voilà, donc comme ça, vous faites tout le compilateur STRL. Les circuits. Ah, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans STRL, on revient en Inde, et il y a un phénomène majeur dans STRL. Alors il y a des gens qui disent on n'a qu'à simplifier STRL pour ne pas le faire. Pas l'avoir, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus joli que ça, qui s'appelle la réincarnation. Le problème, quand on fait des tas de choses, quand on a à la fois des objets locaux et une exécution en temps zéro, eh bien, on peut avoir un phénomène de réincarnation, c'est-à-dire qu'un objet local va exister plusieurs fois dans le même instant avec des valeurs différentes. Et là, c'est très simple. Regardons ceci. Loop signal S in present S then emit X n, pause emit S. Vous voyez, il y a un présent et un S, mais ils sont séparés par une pause et une boucle. Donc au premier coup, qu'est-ce qui se passe ? On déclare signal S. Donc là, il faut créer le signal. Et donc, je crée la première incarnation de signal. Pour ceux qui connaissent l'Inde, c'est le poisson qui sauve l'arche de Noé, l'analogue de l'arche de Noé. Donc Vishnu s'est réincarné en poisson. Je teste S. Je teste donc ce poisson. Et ce poisson n'est pas présent puisqu'il n'y a pas d'émetteur. L'émetteur, il est après le pause, il ne peut pas agir dans l'instant. Donc, OK, très bien. Donc, je n'émets pas X et je vais sur le pause. Bon, je repars. Je suis toujours avec mon poisson, là. Je suis toujours dans la portée de mon signal. Donc, j'émets quoi ? Le poisson. Je boucle. Je reviens à un signal. Ah, mais là, c'est plus le même parce que je recrée un nouveau signal. Donc, c'est une deuxième incarnation. Pour ceux qui connaissent Vishnu, la deuxième incarnation, c'est la tortue. Et la tortue de Vishnu n'est pas le poisson.
Et donc, à partir de maintenant, quand je parle de S, je parle de la tortue, pas du poisson. Donc, quand je teste présent S, eh bien non, il n'est pas là, puisque l'émetteur de la tortue, il est là. Donc, ce n'est pas le même. J'ai déclaré un autre signal S. Il s'appelle juste S tous les deux, mais ce n'est pas le même signal, ce n'est pas le même fil électrique. Et voilà. Et donc, bon, c'est très bien. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, si on fait le circuit comme j'ai fait, rien qui marche. Là, on veut avoir un fil. Si on met un seul fil pour S en circuit synchrone, S doit avoir deux valeurs. Enfin, là, c'est la même, mais on peut s'arranger pour qu'il en ait deux. Alors, c'est la tortue qu'on teste. Alors, et donc, on n'émet toujours pas X. Voilà. Et on arrive à notre pause. Donc, bon, il faut tenir compte de cette réincarnation. Alors, on pourrait dire, débrouillons-nous pour ne pas avoir de réincarnation, forçons qu'il y ait un délai, jamais des boucles, jamais des signaux deux fois. Moi, ce n'est pas mon style, donc on s'est dit, on va regarder le problème dans les blancs, dans les yeux. Et alors là, on s'aperçoit que c'est très, très rigolo, parce qu'ici, on a deux signaux imbriqués S1, S2, ça c'est le contre-exemple le plus compliqué, et on va tester S1, N d'S2, S1, N note S2, note S1, N note S2, qui sont évidemment des prédicats incompatibles, mais avec la réincarnation, ils peuvent devenir totalement compatibles, parce qu'on va rentrer 3 fois dans la déclaration des signaux. Et en fait, on va effectivement avoir le premier prédicat vrai, oui c'est else, je me suis trompé, ça doit être else au lieu de zen. On va avoir le premier prédicat vrai par la première incarnation quand on arrive, et ensuite on va tuer, revenir, tout dans le même instant. On aura le deuxième prédicat vrai avec la tortue, et le troisième prédicat vrai avec le sanglier qui va sauver la Terre de la noyade à la création du monde. Et donc on peut avoir autant de réincarnations qu'on veut dans un programme, en fait, simultané. Et puis, je vous ai préparé un petit kit de réincarnation de Vishnu. Il y a 10 réincarnations officiellement, mais Bouddha, c'est pas vraiment une réincarnation de Vishnu, donc il y en a 9. Et attention à ne pas utiliser la dernière, Kalki, qui est celle qu'on attend, qui va conduire à la fin du monde. Donc, évitez Kalki. Alors, comment est-ce qu'on va se sortir de la réincarnation ? On va regarder ce problème dans les yeux et voir qu'il n'est pas si compliqué. Voilà, là, au lieu de mettre une pause, j'en ai mis 4, parce que c'est là qu'il va montrer que si on s'y prend bêtement, il y a une grosse difficulté. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement dupliquer le code. On sait qu'une boucle et dupliquer son corps, ça n'a jamais rien changé. Donc si on duplique le code, c'est le même programme, c'est la même sémantique, mais maintenant il y a syntaxiquement 2 signaux S. Et on sait bien que si c'est syntaxiquement 2 fois signal S, ce n'est pas parce qu'ils portent le même nom que c'est le même objet. On pourrait appeler le premier S1, S2, ce serait la même chose. Et donc, on va séparer dans le source les 2 incarnations. On aura notre poisson et notre tortue, qui seront à 2 endroits différents du programme, et on voit bien que là, la traduction en circuit que j'ai donnée fonctionne. Bon, c'est cher ça, c'est cher, parce qu'il faut le faire récursivement sur les boucles imbriquées. Donc, il faut faire 1 fois, 2 fois, et là, on peut avoir une exponentielle si on s'y prend mal. Et avoir une exponentielle sur des programmes de 15 000 lignes d'STRN, ce n'est pas une très bonne idée. Alors là, il faut regarder le problème de beaucoup plus près et s'apercevoir qu'on peut être beaucoup plus malin. Si on reprend ce programme-là, on peut regarder que quand on reboucle, on va s'arrêter très tôt. C'est-à-dire, la seule chose qui est en conflit, ce n'est pas l'ensemble du code, c'est la fin du code et le tout début du code, ce qu'on appelle la surface. C'est-à-dire 2 signaux S, où c'est qu'on peut aller dans l'instant. On ne pourra jamais aller là-dedans, donc dupliquer ça, ça ne sert à rien. Et ce qu'on peut faire alors, c'est dupliquer seulement la partie surface, seulement la partie surface, comme ça. D'abord, on va faire une première incarnation qui est juste la surface, donc il n'y a pas les pauses, donc on ne duplique pas les registres dans le circuit. Ça, c'est essentiel, pas dupliquer les registres. On remplace les pauses par un goto. Alors, il faut vérifier que ce goto a du sens. Et puis ensuite, la deuxième partie, elle est là, et on va... ça, c'est la deuxième incarnation, c'est elle qui va porter le pause, parce que c'est la dernière dans l'histoire, c'est elle qui va porter le pause. Et donc, on a dupliqué un bout de logique combinatoire, mais on n'a pas dupliqué les registres. Dupliquer les registres, ce serait tragique, ça coûte très cher de dupliquer les registres, et ça empêche beaucoup d'optimisation. Donc, on a dupliqué que de la partie combinatoire. Et alors, la question... Encore, la bonne nouvelle, c'est qu'en regardant vraiment le problème dans le blanc des yeux, on s'aperçoit que le pattern le plus compliqué, c'est celui-là. C'est un paquet de loops, un paquet de trappes, un paquet de loops, un paquet de trappes, des déclarations de signaux entre les deux. Ça, c'est ce qui est vraiment plus compliqué.
Et là, on s'aperçoit qu'en fait, les incarnations ne peuvent croître que linéairement en fonction de ces paquets de duplication, et non pas c'est pas 1, 2, 4, c'est 1, 2, 3. Et donc, on peut les nommer de façon super astucieuse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pire cas est quadratique et pas linéaire. Donc, on était parti avec une idée naïve de dupliquer exponentiellement, y compris des registres. On termine avec une idée dans laquelle on a des registres dupliqués, on n'a pas de registre dupliqué, pardon, et la duplication de la logique quadratique est au pire quadratique. On peut affiner ça par une très belle analyse statique due à Olivier Tardieu, qui a aussi introduit les 7 poses, et ce qui fait qu'à la fin, en pratique, il ne se passe rien, on ne voit rien du tout. Donc ça coûte à peu près rien, c'est-à-dire pour que ça coûte quelque chose, il faut vraiment fabriquer des contre-exemples. Et ça simplifie énormément la vie de l'utilisateur, puisqu'il n'a pas à s'occuper de ce problème. Si j'avais dit à l'utilisateur, rajoutez-moi un délai, par exemple, quand on fait des circuits, rajouter un délai juste pour rire, on ne fait pas, hein, ce n'est pas un truc qu'on fait. Puis rajouter un délai, ça modifie complètement le comportement du programme. Donc voilà, donc ça c'est une des parties délicates d'STRL. Bon, ça, je vous l'ai raconté, mais pour le montrer, c'est un petit peu plus difficile. Donc c'est aussi ça qu'on veut faire en coq. Voilà. Alors maintenant, ce n'est pas tout, on a les algorithmes, mais le compilateur lui-même, comment il marche? Le compilateur, il va prendre d'abord plusieurs modules STRL, parce qu'un programme, ce n'est jamais un seul truc, c'est fait de plein de modules. Il va les transformer en langage noyau, dans un format aussi qui a été défini par Georges Gontier et qui a très bien survécu à STRL V7, en modifiant, mais dans le même principe. Ensuite, on va transformer, calculer le circuit. Donc ça, c'est la partie clé du compilateur, de ce compilateur. On va faire le circuit. Ensuite, on va faire soit un interprète, on va écrire en C, soit un interprète constructif qui va calculer tout au vol. Soit un compilateur beaucoup plus efficace mais moins général, qui va calculer les équations triées pour les programmes sur lesquels les circuits n'ont pas de cycle combinatoire. Ça, c'est plus efficace. C'est plus efficace mais moins général. Donc si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, on peut prendre l'autre. Soit un automate explicite, parce que ça peut être très bon, et un automate explicite, si on arrive à le mettre dans la machine, il est très rapide. Soit une entrée pour les modèles checkers, c'est-à-dire faire de la preuve de programme. Et soit, en V5, on l'a fait un tout petit peu, aller fabriquer des circuits, et ça, ce sera le métier d'STRL V7, donc les prochaines choses. Alors, il y a d'autres compilateurs, avec des BDD, on a aussi réussi à faire à prendre un cyclique et à fabriquer une version équivalente à cyclique, mais j'en parlerai l'année prochaine. Et il faut rajouter une traçabilité complète pour le debugging, pour voir ce qui se passe, et ça, je vais vous la montrer en une seconde. Alors voilà le code équation, à quoi ça ressemble. Bon, ouais, c'est pas très joli, hein. C'est pas très joli, mais en fait c'est parfaitement tracé, c'est-à-dire que tous ces fils, on sait, ça c'est les fils du circuit 69 là, tous ces fils, on sait exactement ce qu'ils veulent dire dans le circuit, et on va savoir faire un debugging symbolique visuel du programme, rien qu'en inspectant ces trucs-là. Je vais vous le montrer en une seconde. Donc résumé. 82, test de Laurent-Kostra, première compréhension de la causalité, encore pas très évoluée, mais on partait de rien. Premier compilateur par Alain Brozowski. 85, test de Philippe Couronnet, STRL V2 par Couronnet et moi-même. Premier compilateur utilisé par les gens, mais lent explosif, parce qu'ils faisaient des automates. 89, test de Georges Gontier. Grosse équipe au labo faisant le compilateur, et comme je l'avais dit au début, on voulait faire un compilateur professionnel sur lequel on puisse s'asseoir dans un avion, et ce n'est pas totalement le cas, mais ce n'est pas très loin. Causalité par potentiel, j'en ai pas parlé, c'était ce qu'il y avait avant la constructive. Réincarnation, rapide, explosif. Notre papier le plus cité, celui que je ne vous conseille pas de lire. Vous pouvez le lire si vous voulez, mais ce n'est pas le bon à lire. 91, virage des circuits chez Digital Equipment. Premier vrai compilateur, rapide, quasi linéaire, mais causalité restreinte parce qu'on n'acceptait pas les boucles combinatoires. 95, découverte de la causalité constructive générale. Utilisation de BDD. Preuve de programme, etc. Plein de travaux reliés. Alors, quelque chose que je vous... Il y a d'autres façons de faire des compilateurs, plein, et je vous en montrerai une qui est issue des travaux de Stephen Edwards chez Synopsys d'abord et ensuite à Columbia University, reprise par Jackie Potop dans STRL V5+, mais qui n'est jamais vraiment sortie, et reprise dans V7 par Marc Perrault. Automate synchrone hiérarchique, ça c'est on va le voir avec Bruno sur notre syntaxe d'STRL, si on veut. Langage réactif, j'en parlerai pas cette année, mais on n'en parlera peut-être pas une autre fois, c'est
mettre les concepts SDRL directement dans C ou Java ou Hop, etc., ou dans ML. Donc ça, on en parlera une autre fois. C'est tout un sujet en soi. D'autres langages synchrones, Scale, on va en parler, Signal-Arène. Quartz Avres qui a repris STRL dans un gros labo expérimental de programmation et de preuve à Kaiserslautern. TimeCCP qui a introduit ça dans les systèmes de contraintes à Xerox. ECL, c'est STRL C Language par Lavagno et Sentovic chez Cadence, etc. Bon, je ne peux pas tout dire, on n'a pas beaucoup de temps et je vais juste vous montrer une exécution d'STRL de référence. Je vais juste vous montrer quand même une exécution pour montrer que ça marche. Alors, je vais le remettre en service. Ça y est, on commence à savoir le recompiler grâce à Emmanuel Chailloux et son équipe. Merci. Alors, où est-ce qu'il est, je vais quand même prendre une minute de plus parce que là, il est exactement 0,0. Donc, normalement, je ne devrais pas, mais je ne peux pas vous faire ça. Voilà. Donc, ici, la montre digitale de la dernière fois. Donc, ça, c'est le code généré. Vous voyez, alors on peut faire la montre, on passe en mode chronomètre, etc. Bon, très bien. C'est une simulation, ça. Ensuite, on va prendre un panneau de simulation interactive. Tout ça, c'est toujours le même compilateur. Donc, je vais dire, je fais un tick ici, d'accord, et puis je fais LL à la main. Et donc, là, je vais faire marcher mon simulateur. Et puis, on a ici, par la traçabilité, par le fait que dans tout le code, là, c'est le code circuit qui est généré, on a la traçabilité. Et par exemple, ici, on peut voir... normalement, oui, voilà, on voit quelles instructions sont exécutées à chaque instant. Donc, par exemple, là, je suis en watch mode, je vais passer en stopwatch mode et on voit ici en vert les instructions. Voilà, on est passé là maintenant. Et donc, on a un débugger symbolique qui utilise simplement le compilateur et le fait qu'on comprend exactement ce que fait le compilateur pour animer l'écran. Et parallèle, mais c'est parallèle déterministe. Donc vous avez des threads parallèles, mais c'est déterministe, c'est super facile à décoder. C'est comme un circuit pour ça. Et puis après, vous pouvez coupler les deux. Vous pouvez coupler les deux et vous pouvez mettre le vrai chronomètre. Est-ce que c'est là qu'on le fait? Ouais. Et puis vous pouvez mettre la vraie application simulation et avoir en parallèle le suivi dans le source. Donc là, elle se communique par socket. Donc vous pouvez vérifier votre exécution dans le source et avoir un circuit, avoir un source qui va s'animer en temps réel en fonction de votre... donc là, je ne sais plus où je suis, là, voilà, là je suis dans le chronomètre. Et si je passe avec le vrai bouton de la simulation, si je passe en mode réveil, on va voir qu'il est passé en mode réveil ici, il est passé en mode réveil ici. Et je passe en mode réglage réveil et on voit le source dans l'autre fenêtre ici, on voit le source du mode réveil s'allumer. Et donc, ça permet de faire un débugger symbolique de programme arbitrairement compliqué, avec autant de fenêtres qu'il y a de modules. Et ça, c'est absolument fondamental. Si vous avez un compilateur et pas de débugger, un langage, ça ne sert à rien. Voilà, merci.